Journée mondiale de l'hémophilie, une maladie rare, des malades oubliés. Aujourd'hui, à l'occasion donc de cette journée mondiale de l'hémophilie, nous nous intéressons à cette maladie encore trop peu connue, mais qui bouleverse profondément la vie de ceux qui en souffrent. L'hémophilie, c'est cette incapacité du sang à coaguler normalement, exposant les patients à des saignements parfois graves, parfois invisibles, mais toujours préoccupants. Alors, entre silence, manque d'informations et réalité du terrain, une question s'impose. Parle-t-on vraiment assez de l'hémophilie aujourd'hui? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir en studio Monsieur Anissé Tossou. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes hémophile et membre de l'association béninoise des hémophiles créée en 2015. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, en face de vous, nous avons docteur Bienvenu Oussou. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes hématologue au CNHU. Merci également à vous d'être là. Merci, c'est un plaisir. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Déjà, qu'est-ce que cela représente pour vous, monsieur Anissé Tossou? Bon, pour moi, la journée, le 17 avril, la journée mondiale de l'hémophilie, c'est une occasion que nous saisissons pour parler plus fort de l'hémophilie. C'est vrai, nous en avons déjà l'habitude d'en parler, mais pas à ce niveau-là. C'est une journée particulière où nous parlons beaucoup plus de l'hémophilie, nous faisons plus de sensibilisation et nous évoquons beaucoup plus les questions liées à l'hémophilie pour que les gens soient beaucoup plus informés de ça. Docteur Bienvenu Oussou, vous voyez ça de la même manière? Oui, bien sûr. Et c'est une maladie rare. Donc le fait que c'est une maladie rare, elle n'est pas vraiment connue de beaucoup de monde. Donc quand il y a de ces occasions, il est important de les saisir et d'en parler. Et justement, qu'est-ce que c'est que l'hémophilie concrètement et comment ça se manifeste? Alors, l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique. Donc, ça veut dire que ça va se manifester par des saignements. Mais c'est une maladie que nous appelons constitutionnelle. Elle est héréditaire. Okay. Elle est liée au chromosome sexuel INS. Et vous savez, quand on prend les garçons, c'est des INS-Y. Oui. Les filles, ce sont des INS-INS. Donc, le garçon, quand il a un gène de cette maladie, lui va exprimer la maladie. Donc, ce sont les garçons qui font la maladie. Mais quand on prend les filles, quand la fille a un second INS qui, on va dire, va faire qu'elle est conductrice de la maladie. Donc, c'est une maladie hémorragique qui fait que la personne va saigner. La personne peut saigner dans les articulations, peut saigner dans les muscles. La personne, pour un petit saignement, une petite coupure, la personne va saigner plus qu'il en faut. Ouais, donc, c'est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital. En fonction, si on ne réagit pas vite, on peut perdre la personne. Donc, en réalité, ce sont uniquement les garçons qui en souffrent. Oui. Les filles, non. Alors, ce sont uniquement les garçons qui souffrent de la maladie. Et les filles, elles sont conductrices. Elles sont conductrices de la maladie. D'accord. Je vous pose la question parce que hier, simplement, j'entendais une histoire relatée par quelqu'un qui disait que quelque part dans le nord du pays, à l'époque, quand ils allaient encore à l'école, ils étaient sur les bancs, ils faisaient des travaux champêtres. Oui. Donc, ils sont allés au champ. Et au moment où il travaillait dans le champ, justement, il y a une fille dans la bande qui s'est blessée, comme ça, avec quelque chose dans le champ, je saurais dire exactement avec quoi. Et elle s'est mise à saigner abondamment. Et le sang qui se coagulait pas. Donc, du coup, ils l'ont amenée à l'hôpital et là-bas, ils ont dit qu'elle est hémophile. Mais là, à l'époque, ses camarades ne savaient même pas ce que c'était que l'hémophilie. Après, ils l'ont référé, je pense, à Tanguieta pour des soins. Mais voilà que vous vous dites qu'une fille, enfin, les femmes n'en souffrent pas. Mais comment ça peut s'expliquer ça? Alors, pour revenir sur l'hémophilie, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les garçons qui sont hémophiles. Parce qu'il y a INS et Y. Parce qu'il y a INS et Y. Et la maladie est portée par INS. Oui. Les filles sont conductrices. Mais il est possible qu'une fille soit hémophile. Pour que la fille soit hémophile, il faut que son père soit hémophile et que sa mère soit conductrice. D'accord. Ouais, mais ça, c'est exceptionnel, c'est rare. C'est vraiment, c'est souvent dans
dans les mariages consanguins qu'on peut se retrouver à ça. Mais si on revient sur le cas, ça veut dire que la personne aurait déjà des manifestations depuis. Si on revient sur le cas où la personne s'est blessée, vous voyez, quand on prend le sang, quand on se blesse et il y a le sang qui sort, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, en moins de 3 minutes, le sang va coaguler. Nous avons des éléments dans le sang que nous appelons des protéines de coagulation. Ce sont des cols, un peu comme du ciment qui viendra pour colmater la brèche qui est créée. Alors, quand on a un déficit d'un élément, ça peut faire que quand la personne se blesse, la personne va saigner plus. L'hémophilie, l'hémophilie, il y a le facteur 8, qui est l'hémophilie A, quand on a le déficit en facteur 8, qui est l'hémophilie A, et il y a le facteur 9, quand on a le déficit en facteur 9, qui est l'hémophilie B. Donc, si la personne manque de cette protéine, la personne peut faire la maladie. Mais il n'y a pas que ces protéines. Il y a aussi d'autres protéines. Les protéines de coagulation, c'est de 1 jusqu'à 13. Il y a 13. Il y a aussi les plaquettes. Il y a aussi une maladie qu'on appelle Willebrand, qui est une maladie qui est plus fréquente chez la femme, qui est la maladie hémorragique la plus fréquente au monde, qui va se manifester par des menstrues abondantes, des règles abondantes. Vous voyez un peu? Et à l'occasion d'une coupure, la personne peut saigner plus. Donc, c'est probable que ça soit peut-être une maladie de Willebrand que le plus souvent on confond avec l'hémophilie. D'accord. Et le signe principal de l'hémophilie, c'est le saignement. C'est le saignement. Et le saignement, il y a une particularité. Ça saigne beaucoup plus, on n'a pas de saignement profond. Ça saigne dans les articulations, ça saigne dans le muscle, ça fait vraiment mal. Et les circonstances de découverte, le plus souvent chez nous, c'est après circoncision. Vous voyez, pour faire la circoncision, l'enfant, nous-mêmes, on nous a attrapé un jour et on nous a coupé le prépuce. Et là, normalement, rien ne se passe, ça va. Mais chez l'hémophile, il va saigner abondamment. Et c'est souvent le mode révélateur de la maladie. D'accord. Monsieur Anissé Tossou, quand et comment avez-vous découvert que vous étiez hémophile? Enfin, que vous êtes hémophile? Oui. Ok. Bon, en fait, les circonstances de découverte de la maladie, à mon niveau, c'était depuis la petite enfance, en fait. Je pense que je devrais avoir, bon, j'ai appris selon l'histoire, je devrais avoir autour de 5 ans. Donc, lorsque j'étais tombé, en fait, et je me suis blessé, et le sang n'arrêtait pas de s'écouler. Et donc, c'est comme ça que j'ai été envoyé à l'hôpital. Bon, là-bas, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais ça ne marche toujours pas. On a actionné beaucoup d'hôpitaux ici au Bénin, avant que finalement, un médecin n'arrive à... un médecin n'est pas venu à nous dire qu'il s'agit de l'hémophilie et que le centre le plus approprié pour notre prise en charge, c'était le CNHU. Et donc, c'est comme ça qu'on a été référé au CNHU et le diagnostic a été bien mené là-bas et puis il a été confirmé qu'il s'agissait bien de l'hémophilie. Et c'est la première fois que vous entendiez parler de la maladie? Eh bon, ça c'est quand j'ai grandi que j'ai appris que j'étais porteur d'une maladie qui s'appelle l'hémophilie. Ah, parce qu'à l'époque, les parents ne vous ont rien dit? Bon, j'étais petit, donc je n'en ai pas vraiment trop conscience en fait. Donc, à partir de ce moment où je suis confirmé hémophile, désormais, quand j'ai décrit, c'est au CNHU, quand il y a des blessures, donc nous venons souvent au CNHU pour se faire traiter. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les facteurs anti-hémophiliques, il n'y avait pas... En fait, le traitement qui existait en ce moment n'était pas vraiment celui qu'il fallait. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ABH, nous avons des partenaires... C'est quoi l'ABH? L'ABH, c'est l'Association béninoise des hémophiles. Ah oui, bien sûr. C'est le creuset dans lequel se regroupent tous ceux-là qui militent pour cette cause-là, en fait. Et ce creuset-là contient et patients, et parents, hémophiles, et sympathisants, et soignants, et tous ceux-là qui voudraient quand même porter plus loin la voix des hémophiles. D'accord. Voilà. Donc c'est à 5 ans que vous avez su que que vous êtes porteur de la maladie. Mais à l'époque, vous ne comprenez rien du tout. Non, je n'en savais pas. Donc c'est quand vous avez pris de l'âge maintenant que vous avez pu comprendre réellement ce dont il s'agit en réalité. Et depuis, comment est-ce que vous vivez avec la maladie au quotidien? Bon, le vécu en tant que hémophile, c'est que c'est surtout l'imprévisibilité. Ça dit, vous pouvez vous lever un matin et vouloir poser le pied au sol et puis vous vous rendez compte que c'est difficile. En fait, c'est sans crier gare, quoi. Vous ne vous attendez à rien. Vous ne voyez rien venir, en fait. Et du coup, vous ne pouvez plus faire un mouvement. Et ça peut vous maintenir quelques jours sans que vous ne puissiez vraiment sortir vaquer à vos occupations. Ouais. Donc, c'est surtout là
la partie où, en fait, c'est à ce niveau que l'hémophilie vraiment constitue un problème. Vous avez du mal à marcher, c'est voilà, ça? Voilà. Ou bon, en fait, il ne s'agit pas seulement du pied, hein, il peut s'agir du bras ou bien, en tout cas, n'importe où. Vous avez du mal à faire des mouvements. Voilà. Ok, que ce soit avec les bras, avec les pieds ou avec la tête même. Oui, parfois. D'accord. Et là, vous restez immobile, c'est ça? Oui, pendant un moment. Jusqu'à ce que... Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que l'hémophilie, il ne s'agit pas seulement de saignements externes, mais aussi internes. Oui, il a dit tout à l'heure, docteur. Comme au niveau des articulations, des muscles, mais aussi au niveau abdominal, même dans les selles, parfois des épistasis, des gingivorragies. Donc, en fait, il y a beaucoup de manifestations. Et ça peut venir à tout moment. C'est sans prévision, en fait. Et ça dure combien de minutes à peu près, lorsque vous n'arrivez plus à faire des mouvements? Minutes, c'est plutôt des jours. C'est des jours? Oui, c'est ce que je disais. Ah. C'est des jours. Mais là où vous travaillez quelque part, vous êtes, enfin... Oui, bon, moi, pour mon cas particulièrement, je suis à mon propre compte, donc je n'ai pas vraiment de difficulté au plan professionnel avec la maladie. Docteur, oui. Voilà donc son témoignage. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce que ce qu'il vit, c'est la même chose que vivent d'autres patients hémophiles? Oui, ce sont les manifestations de la maladie. Je parlais tout à l'heure que nous avons deux types d'hémophilie. Oui. L'hémophilie A, qui est le déficit en facteur 8, et l'hémophilie B, qui est le déficit en facteur 9. Les manifestations sont les mêmes choses dans les deux cas. Et ici, je parlais des protéines qu'il faut pour que éventuellement, quand on se blesse, que ça puisse colmater la brèche pour que le sang ne continue pas à saigner. Parce que si on n'a pas ces facteurs, vous imaginez qu'on se coupe, on va se vider de notre sang et c'est fini. Oui. Alors, ce qui se passe dans l'hémophilie, la particularité dans l'hémophilie, c'est que ça va saigner dans les muscles, ça va saigner dans les articulations. Ça peut être spontanément, comme ça peut être induit. C'est-à-dire, comme il a dit, il peut se lever un jour et il constate que, spontanément au niveau de la cheville, ça commence par tuméfier. Le sang n'est pas fait pour rester dans l'articulation. Donc ça va commencer par le faire mal, picotement, douleur, et ça prend du volume, donc ça va créer une pression à ce niveau. Mais ça va créer aussi de pression sur les éléments qui passent par là, les vaisseaux, les nerfs, ainsi de suite. Donc, ça peut faire qu'il peut y avoir une impotence de mal à bouger. Ce qui va résorber... Dans des jours. Ce qui va résorber le problème, c'est qu'il faut apporter ce qui manque. Et qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, en fonction, s'il est hémophile A, c'est le facteur 8 qui manque. S'il est hémophile B, c'est le facteur 9 qui manque. Alors, dans ce cas, dans un passé récent, on n'avait pas de facteur. Donc, on utilisait un dérivé de sang qu'on appelle plasma frais congelé qui contient les protéines de coagulation qu'on leur passait. Donc, ça permet d'avoir presque tous les facteurs, mais en de petites quantités. Là, avec les partenaires, nous avons des concentrés de facteurs. On parle des médicaments qui coûtent des millions. Wow. Vraiment des millions. Et là, ça fait que depuis un bon moment, dès qu'ils se blessent, dès qu'ils ont un saignement dans l'articulation, ils viennent au centre, il y a un protocole qui est défini, on leur injecte des facteurs. Mais ce n'est pas une seule injection, parfois qui suffit. Comme il a dit, on peut injecter 2 jours, 3 jours, 1 semaine avant qu'il ne se... Parfois, ça peut nécessiter à l'immobiliser, à le garder puisque s'il a mal dans l'articulation et qu'il bouge, ça risque de saigner encore. Donc, il faut immobiliser l'articulation. Donc, c'est une maladie à la longue qui est handicapante. Mais au jour d'aujourd'hui, on est sur du meilleur parce que je parlais tout à l'heure des facteurs de coagulation. Oui. Ça permet de substituer. Mais au jour d'aujourd'hui, on a aussi la prévention. On a des médicaments qui permettent de maintenir le taux à un seuil pour réduire le risque. Pas qu'il ne peut pas saigner, mais ça réduit le risque. D'accord. Mais vous dites tout à l'heure que ça coûte des millions. Oui. On peut parler en termes de traitement. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez par exemple des chiffres, des statistiques du nombre de personnes au Bénin qui souffrent de l'hémophilie? Oui. Alors, au Bénin, le nombre de personnes attendues, il faut comprendre qu'on est sur, quand on prend l'hémophilie A, attendu sur 10 000 naissances de garçons, on peut avoir un qui est hémophile A. Et sur 30 000 naissances de garçons, on peut avoir un qui est hémophile B. Quand on cumule les deux, on est autour de 1 sur 10 000. Et au Bénin, c'est attendu environ 1300. D'accord. Actuellement, dans notre ville active, on est autour de 175 hémophiles suivis, connus, répertoriés. D'accord. Ça veut dire qu'il y en a qui sont encore méconnus. Qui sont méconnus, qui ne sont pas connus. Ce qui fait que, là, je parle de
de la journée, de la semaine, des choses qui sont en vue. Oui. Ce qui fait que déjà on entre dans le Bénin parce que le centre de référence reste le service d'hématologie du CNHU, mais on a des centres de traitement de l'hémophilie dans le Bénin. Nous en avons à Porto-Novo, donc à l'hôpital, au CHU de Porto-Novo. Nous en avons à Bomé, à l'hôpital de Goro. Nous avons à Tassazomé, à Brassio, à Soponta. Nous avons à Kandi, à l'hôpital de zone de Kandi. Nous avons à Natitengo, à l'hôpital mère-enfant de Natitengo. Nous avons à Bomé. Oui. Nous avons dans le Mono, nous avons à Lokosa. D'accord. Et nous avons à Plaoui. Donc dans ces centres, ça a pour but le dépistage. Donc là, il y a le dépistage qui va commencer, mais ça va être plus accentué sur la période du 27 jusqu'au 10. Actuellement, vous avez compris que le président n'a pas pu être là parce qu'il y a un forum mondial, une activité en cours. Donc ça fait qu'on a déplacé légèrement le dépistage qui va commencer du 27 jusqu'au 27 avril au 10 mai. Et ça va être dans tous les centres que je viens de citer pour pouvoir dépister plus, pour pouvoir identifier les malades et pour pouvoir les mettre dans le suivi, pour pouvoir les suivre. Le dépistage dans ces différents centres-là, c'est du 27 avril, donc ça fait du lundi au 10 mai. Au 10 mai. Donc ça fait du lundi 27 au dimanche 10 mai. 10 mai. D'accord. Vous avez parlé de la prise en charge tout à l'heure qui est assez coûteuse. Justement, quelle est la situation exacte au Bénin? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi coûteuse en réalité? Elle est coûteuse dans le monde. Donc ce n'est pas qu'au Bénin. C'est pas qu'au Bénin, c'est un traitement qui coûte cher. La chance que nous avons via le programme des maladies non transmissibles, via l'association PNLMT, via l'association béninoise de l'hémophilie, via le ministère de la Santé, nous avons des partenaires. Il y a ce qu'on appelle la Fédération mondiale de l'hémophilie. Oui. Et la Fédération mondiale de l'hémophilie joue un rôle de lobbying pour pouvoir trouver de médicaments, de thérapies innovantes, c'est-à-dire ce que nous avons, pas ce qui est dépassé, pour mettre à disposition des pays du tiers-monde. Comprenez? Et nous en faisons partie, nous recevons des dons régulièrement. Depuis un bon moment, on ne connaît plus de rupture. Donc ce qui fait qu'au Bénin, l'hémophile au Bénin est traité comme s'il est aux États-Unis ou en France. Donc même si ça coûte des millions, ils ne sortent pas un rond pour payer, sauf peut-être venir, soins du jour. Là, c'est sur ça. Mais payer le médicament, pas des médicaments. Je donne un exemple. Le traitement préventif Hemlibra, qu'on appelle l'imisucimab, la boîte de 30 mg, ça coûte 2 millions. Wow. Pour un malade, c'est en fonction du poids. Pour un malade, on peut aller jusqu'à 15 boîtes en une fois. Là, c'est disponible, dans l'intérêt de pouvoir dépister plus pour que partout où on est sur le territoire béninois, on puisse en bénéficier. Et si vous permettez, pour finir par rapport aux activités en cours, il y a la formation. Il y a la formation, et ça c'est très important parce qu'il a dit, il a parcouru plusieurs hôpitaux avant qu'on ne lui dise, quelqu'un a dit, ça peut être l'hémophilie. Ce n'est pas la faute des médecins, c'est c'est une maladie qui est rare, qui est vraiment rare. Et quand c'est rare, vous voyez à la faculté, on vous parle de ça rapidement en 3e année de médecine, vous finissez au bout de 8 ans, il y a d'autres pathologies qui sont fréquentes. Donc ce qui fait que de plus en plus aussi, on forme les médecins, on forme les spécialistes, on forme ceux qui sont au premier rang, aussi bien les paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, les techniciens et les médecins qui sont dans les centres. Donc il y a tout un programme aussi en cours actuellement qui va se faire pour la formation, pour que de plus en plus le diagnostic soit plus précoce possible. D'accord. Monsieur Anissé Tosso, vous pesez combien à peu près, si ce n'est pas trop demandé? Au plus 80. Au plus 80. Donc il lui faut à peu près combien de boîtes, par exemple? 7 boîtes de 30 mg. Par jour? Non, pas par jour. C'est un traitement, quand on commence, on fait une fois par semaine pendant 4 semaines, ce qu'on appelle la phase d'attaque. Et puis après, en fonction, c'est chaque 2 semaines. Lui, il est sur un protocole de chaque 2 semaines. Il y a d'autres, c'est chaque mois. Lui, il prend 7 chaque 2 semaines. On fait 14 d'autres, ce serait 14 boîtes par mois. Et ce n'est pas trop pour vous? Ça ne pèse pas? Non. C'est des produits... ça fait plutôt du bien. C'est lyophilisé, c'est une petite quantité. Les 14 là, on peut passer ça juste dans 5 millilitres et c'est bon. D'accord. Lorsque vous dites que ça vous fait du bien, c'est de quelle manière? En fait, ça permet de prévenir les saignements. D'accord. Donc, puisque en fait, les saignements peuvent venir aussi de façon spontanée. Pas forcément suite à un traumatisme. Donc, avec ça, désormais, les saignements spontanés
ne viennent plus, quoi, en fait. Mais est-ce que depuis que vous êtes atteint de la maladie, vous avez été, au-delà des difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce que le regard de la société, des autres, parfois, ça pèse sur vous? Bon, particulièrement moi, il n'y a pas un regard qui pèse sur moi. Et ce qui me gêne, c'est que c'est dans mon quotidien qu'en temps, j'avais beaucoup de peine. Parce qu'il y avait ça venait de façon imprévue, puis ça empêchait. J'avais mon projet, mon programme tout tracé, puis ça vient, ça perturbe. Mais bon, socialement, je n'ai pas vraiment un souci avec ça. D'accord. Lui, par exemple, docteur Oussou, il est à son propre compte. Oui. Mais est-ce qu'un autre patient hémophile peut travailler normalement, peut-être dans la fonction publique? Bien sûr, il peut travailler normalement s'il est bien suivi, s'il a les médicaments, si on le met, si on détecte, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui est sous le traitement préventif. On peut être hémophile et saigner rarement. Mais à condition il y a plusieurs stades suivre le traitement. De bien suivre le traitement. Dans la personne, il y en a d'entre eux qui travaillent, qui sont des cadres dans ce pays qui travaillent normalement. Mais c'est une maladie qui est handicapante. Si on ne sait pas, si on se néglige, si on ne vient pas se faire suivre. Quand on dit que c'est une maladie qui est handicapante, est-ce qu'à la longue, la personne pourra plus peut-être marcher, bouger, enfin, comme ce qu'il expliquait qu'il lui arrive quelquefois là? Oui, si la personne n'a pas la chance de prendre le traitement préventif. Si prend le traitement préventif, on dit comme tout le monde, il n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais s'il n'a pas la chance, s'il n'est pas détecté et que il y a déjà eu de saignements dans l'articulation, ça va détériorer l'articulation. Donc, il aura du mal à marcher, il ne peut pas plier le genou, il ne peut pas plier la cheville. Donc, c'est handicapant. Vous imaginez qu'on avait fait un dépistage dans Abomey, mais on a vu des patients qui ne se connaissent pas hémophiles. Mais on est venu pour le dépistage, mais ils avaient déjà des complications handicapantes. Un peu. Pour eux, on trouvait beaucoup de raisons pour justifier cela. Lorsque les complications handicapantes dont parle le docteur survenaient à l'époque, pour vous, comment est-ce que vous faites par exemple pour vous doucher, pour manger la famille était aux petits soins, oui, bon, la famille était aux petits soins, mais non seulement ça, en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à faire un seul pas. En fait, mais c'est que vous ne pouvez pas sortir et mener vos activités, aller passer, prendre votre moto, aller là, voyez. Donc ça réduit la mobilité en fait. Mais en dehors du fait de réduire la mobilité, ça ne vous empêche pas par exemple de faire les choses normales en réalité? Non, pas très souvent. D'accord, mais est-ce que le soutien de la famille quand même c'est important? Oui, très. Vous avez beaucoup eu le soutien de papa, de maman, bien sûr, des frères. Et dans la famille, vous êtes le seul hémophile? Non, bon, moi, à mon niveau, nous sommes deux. Donc deux garçons, forcément. Oui, deux garçons. D'accord. Oui. Et vous vivez la maladie de la même manière? Oui, pratiquement. Et lui aussi, il est à son propre compte? C'est votre petit frère? Oui, c'est mon jeune frère. Et lui aussi, il est à son propre compte. Mais imaginez, docteur, qu'il était le seul de la famille à être hémophile. Est-ce que psychologiquement, ça allait être un poids? C'est possible, parce que les autres enfants peuvent ne pas comprendre la protection des parents, pourquoi il y a plus d'attention vers cette personne, pourquoi un d'eux le protège, lui peut pas, on ne doit pas le toucher, il est ménager, peut-être qu'on peut lui dire de ne pas faire des travaux domestiques. Oui, ça peut créer de frustration et ça, on voit souvent dans plusieurs pathologies, mais c'est un devoir pour nous en tant que parents de pouvoir aussi parler de la maladie, de parler aux autres. C'est pas parce qu'il est hémophile qu'il est forcément handicapé. Mais c'est de comprendre la maladie, de faire la bonne démarche d'aller se faire suivre. Et surtout, il peut travailler. Monsieur Anissé, il est bien dans son domaine. Il est très bien dans son domaine. Justement, Monsieur Anissé Tossou, vous êtes aujourd'hui avec quelqu'un en couple. Vous avez des enfants, vous y pensez? Moi, je ne suis pas encore en couple. D'accord. Mais j'ai le projet, en fait. Vous pensez quand même fonder une famille? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Est-ce que quand il voudra fonder sa famille, il pourrait arriver, je le souhaite pas, mais que parmi ses enfants, qu'un autre soit encore hémophile, vu que c'est génétique? Alors, lui, c'est le X qui porte le gène. Oui. Donc c'est la femme. Les filles peuvent être conductrices, mais le garçon ne sera pas malade. Si a priori la femme n'est pas conductrice. Vous comprenez? Donc autrement... Si sa femme n'est pas conductrice. Oui. Si sa femme n'est pas conductrice. Mais comment savoir que la femme n'est pas conductrice? Non, en fait, c'est quand même... C'est une maladie qui est familiale. Vous comprenez? C'est une maladie qui est familiale. Donc le plus souvent, s'il n'y a pas d'histoire familiale, on dit a priori. Mais attention, il y a ce qu'on appelle... On peut avoir de nouveau, c'est-à-dire
ça peut survenir dans la famille. Ça n'existait pas et d'un coup, il y a une mutation du gène et ça peut survenir dans la famille. C'est un cas rare. C'est des cas rares, mais c'est des cas possibles. C'est 30% des possibilités. Quand on prend 100 personnes qui ont la maladie, 30 d'entre eux, c'est survenu de nouveau. C'est survenu comme ça. Il n'y a jamais eu histoire familiale et ils n'ont eu. Ouais. Monsieur Tosso, vous êtes hémophile, oui, mais également membre de l'association béninoise des hémophiles créée en 2015. Que fait concrètement l'association? Vous sensibilisez? Oui, en fait, c'est là l'impact qu'est venu donner l'ABH en fait, ici au Bénin. En temps, il n'y avait pas d'association. Et s'il n'y a pas d'association, ça veut dire que la maladie, on n'en parle pas beaucoup parce que les gens ne sont pas informés. Mais depuis que cette association existe maintenant, beaucoup de personnes sont informées au travers d'elle. D'accord? Même dans les lieux reculés, nous faisons maintenant des activités de sensibilisation pour parler de la maladie aux populations. Nous leur disons, bon, si vous avez quelqu'un autour de vous, un membre de votre famille qui un jour a du mal, ou bien un jour saigne, et que les saignements ont du mal à s'arrêter, c'est vrai que cela ne veut pas dire que c'est déjà d'office l'hémophilie, mais envoyer-les vers ce centre-là pour qu'on puisse faire le diagnostic, parce qu'il pourrait bien s'agir d'hémophilie. Voilà. D'accord. Mais ça peut mener à la mort, vous avez dit. Hein, oui, mais ça dépend de la localisation de la maladie. Si par exemple ça saigne dans la tête, ça peut mener à la mort. Si ça commence par saigner, parce qu'il a dit tout à l'heure que c'est vrai, c'est dans les muscles, c'est dans les articulations. Mais si la personne, par exemple, se coupe, fait un accident de la voie publique, il va saigner plus qu'il en faut. Si on ne le sait pas, si on ne veut pas ce qu'il faut, on peut le perdre par là, par choc hémorragique. C'est tellement que pour ceux qui sont à l'écoute, il y a pas mal peut-être de familles qui se retrouvent dans ce cas-là. Quelle action concrète peut-on mettre en place dès maintenant pour améliorer, docteur, la vie des personnes qui vivent avec l'hémophilie? La première action, il faut pouvoir dépister. Et justement, il faut faire le dépistage du 27. Qui commence le 27 et qui prend fin le 10 mai. Le 10 mai. Il faut pouvoir dépister. Quand on se sait hémophile, il faut venir en consultation. Il faut venir se faire suivre. Donc, il ne faut pas forcément attendre qu'on ait des symptômes. Parce que parfois, ça peut juste commencer par un picotement et après, c'est une tuméfaction. La personne ne peut plus bouger. Donc, le suivi est capital. Et puis, on le sait. On a dit que si on doit faire une circoncision à un enfant, il faut savoir s'il est hémophile ou pas. Il faut savoir s'il est hémophile ou pas. Un peu. Donc, il faut prendre des précautions. Parce qu'il y a des parents, parfois, malgré tout ce que l'association fait, ils se disent non, on a trouvé quelque chose, on peut faire circoncision à l'enfant. Malgré qu'ils sont membres de l'association, et parfois on nous amène les enfants pratiquement moribonds. Vous comprenez? Donc, un dépistage, deux, le suivi, se fait suivre, on est d'accord. Et troisième, on a beaucoup de centres. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que Cotonou. Porte-Nouveau, Abomey, Dassazoumé, Kandi, Aplahoué, Lokossa, Natitengu, on a des centres là. Et là, il y aura dans le plateau d'ici quelques jours. Donc, c'est important de se faire suivre, d'aller dans ces centres pour une meilleure prise en charge. Maintenant, on vit avec la maladie, docteur, ou on peut en guérir? Pour le moment, non, on ne peut pas guérir de la maladie. On peut vivre de la maladie, on peut vivre avec et vivre sans avoir aucun symptôme. Surtout si on fait bien le diagnostic, si vous faites sûr et que s'il y a le traitement disponible, oui. Aujourd'hui, vous vivez bien avec la maladie sans les symptômes? Sans les symptômes. Oui, généralement. D'accord. Alors, pour conclure, peut-être un appel à lancer, un conseil à donner peut-être aux hémophiles comme vous? Ok, en fait, je voudrais dire que l'hémophilie, en fait, en soi, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai qu'il fut un moment où il n'y avait pas les produits adaptés et puis les personnes en mouraient. Mais aujourd'hui, avec l'exemple de l'ABH et avec l'aide de nos partenaires, nous avons les produits ici et on peut porter la maladie et bien vivre. Merci beaucoup, Anissé Tosso, hémophile et membre de l'association béninoise des hémophiles créée en 2015. Docteur Bienvenu Oussou, hématologue au CNHU, pour conclure. Pour conclure, déjà vous remercier pour l'opportunité pour parler de cette maladie rare. Remercier le ministère de la Santé, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et dire c'est une maladie rare, ce n'est pas une fatalité. Il faut constater que vous avez un enfant, une personne qui s'est anormalement consultée, pour qu'on puisse dépister s'il y a une hémophilie ou pas. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci. Et on fait un coucou à Madame Chimène Villon, qui actuellement est hors du territoire, dans le cadre justement de la célébration de cette journée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. À bientôt. Merci.